Bonjour à tous, une vidéo sur les polynômes cette fois, pour continuer notre cours, notre chapitre, sachant qu'on a, alors c'est pas du retard, mais enfin je voulais en tout cas qu'on termine le chapitre avant de partir en vacances, et ça n'a pas été le cas. Donc je me permets justement d'utiliser les vacances pour pouvoir avancer sur certaines parties. Il nous restera en fait les fractions rationnelles, mais ça je tiens à le faire avec vous, donc ça on le fera quand on se retrouve. Mais ça va nous permettre déjà de terminer la partie polynôme, en tout cas pour le cours. Donc, je vous avais laissé sur... oui, on venait de finir, alors là c'est pas rempli, désolé. On venait de finir ici la proposition 2 et on était dans un exemple. Donc justement, cet exemple, je vous avais donné les indications au tableau pour terminer chez vous. Je vous avais dit terminer chez vous. Je voudrais quand même que vous ayez le fin mot de l'histoire. Mais surtout que, enfin, il me semble qu'il y avait eu, je me rappelle plus, mais il me semble qu'il y avait un petit chouïa, une petite erreur à un moment qui s'était glissée sur la fin là du calcul, et donc j'avais repris, mais ça sonnait en même temps. Enfin, je pense que c'est quand même intéressant de refaire un petit point. Alors, j'ai pas tout repris, bien sûr. J'ai repris à peu près où on en était. Donc, je vous remémore l'exercice. On vous donnait donc un polynôme A qui dépendait d'un nombre n, d'un entier n, dans les degrés notamment, et un polynôme B qui lui ne dépendait pas de n. On vous demandait de déterminer le reste dans la division euclidienne de A par B, quel que soit n, bien entendu. On avait d'abord commencé par remarquer que le reste était forcément de degré inférieur ou égal à 2, donc on l'avait noté ax carré plus bx plus c, parce que son degré doit être strictement inférieur à celui de B, qui est le diviseur, qui lui avait un degré 3. On avait commencé par là. Ensuite, on avait remarqué que 0 et 2 étaient racines de B. Et donc, la division euclidienne, donc A égale B fois Q plus R, on avait évalué en 0, on avait évalué en 2. On avait déduit deux premières équations qui correspondent en fait à ça. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on avait trouvé au départ avec les racines de B. Et ensuite, comme on avait que deux équations pour trois inconnus, on avait cherché autre chose. Et en fait, on s'est rendu compte que 2 était aussi une racine de B'. Et donc, en dérivant l'égalité de l'équation de la division euclidienne, on a trouvé une... Et en l'évaluant, pardon, en 2, puisque justement, c'est la valeur, enfin, une des valeurs qui annulait B. En évaluant en 2, on avait trouvé donc une troisième équation. Et on en était à peu près là, c'est-à-dire qu'on avait donc un système avec trois équations, trois inconnues, C étant déjà déterminé. Et il nous restait donc au final à utiliser les deux dernières. Et on en était à peu près là, si je me souviens bien. Voilà, donc je vous ai réécrit ce qu'on avait obtenu sans erreur, cette fois, sans coquille plutôt. C'est par exemple des erreurs qu'on avait faites, mais enfin que j'avais faites en l'occurrence. Mais je sais plus, j'avais dû oublier un 2 quelque part, enfin, je me souviens plus exactement, mais voilà, il me semble que j'avais rectifié des choses à la fin, là, justement, sur le système. Donc là, au moins, vous l'avez de façon claire. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que ici, je ne sais pas si vous voyez le curseur, donc je vais faire comme ça. Ici, donc, j'ai simplifié l'expression, justement, dans la toute dernière équation qu'on a obtenue. Ensuite, j'ai juste divisé par 2 la deuxième ligne. Ce qui nous donne donc ce système ici, c'est bon, pas de souci. Et après, en gros, on se concentre surtout sur L2 et L3. Et on se rend compte qu'en faisant L3, non, L2 moins L3, L2 moins L3, non, justement, j'ai fait L3 moins L2. Voilà, bon, ça change pas. Ah oui, si j'écris avec ça, ça va pas le faire. Ça change pas grand chose en fait, hein, mais enfin, c'est juste pour qu'on ait le bon calcul, parce que sinon vous allez vous demander pourquoi vous n'avez pas les mêmes signes, même si c'était correct quand même. Bon, donc voilà, en faisant L3 moins L2, pardon, on arrive à en déduire. Ah, mais voilà, je me disais. Ok, je me disais que j'avais écrit n'importe quoi. Enfin, en fait, je comprenais pas forcément. Je suis pas allée au bout de l'écran. Ok, donc c'était bien L3 moins L2, j'avais bien écrit ça, et après L2 moins L3 et ça. Donc je la refais. Euh, et donc si je fais L3 moins L2, justement, ça me fait disparaître B, il me reste 2A. Et donc 2A égale n fois 2 puissance 2n moins 1. Bon, on en déduit A en divisant par 2, ce qui revient à enlever un à l'exposant de 2. Donc on a du coup à ce stade-là C et A. Et ensuite, pour obtenir B, donc justement, là cette fois, on fait L2 moins L3
mais la L2 et la L3 de ce système-là. Donc en faisant L2 moins L3, effectivement, les deux A s'en vont, il me reste B égale, et donc B égale 1, moins, etc. Voilà. Donc on avait bien déterminé comme ça nos trois inconnus, nos trois coefficients. Alors tout ça, ça fonctionnait très bien pour n supérieur ou égal à 1, simplement parce que pour n égale à 0, on se retrouve avec des exposants négatifs, mais en fait, bon, on va voir que en réalité, ça marchait aussi pour n égale à 0, mais au départ, on est obligé de prendre cette précaution. Voilà, et donc j'en déduisais simplement l'expression du reste, donc je remplace le A, le B, le C, et donc justement, je remarque à ce moment-là que en fait, c'est valable aussi pour n égale à 0, parce que quand n égale à 0, si je reprends mon A et mon B, A, ça va donc donner x exposant 0, moins 2 exposant 0, x exposant 0, donc ça fait 0, plus x moins 2, donc A, ce serait x moins 2, et si je regarde le reste que j'ai obtenu, quand n vaut 0, donc quand n vaut 0, justement le coefficient x carré vaut 0, ici quand n vaut 0, le coefficient x vaut 1, et là moins 2, donc en fait en gros on a x moins 2 qui est le reste, et effectivement comme A est de degré strictement inférieur à B, quand je fais la division euclidienne de A par B, mon reste c'est A, et donc c'est bien x moins 2. Donc en fait cette formule elle restait vraie pour n égale à 0. Voilà. Donc on a déterminé, je suis en train d'effacer ce que j'ai écrit, pardon. On a déterminé l'expression donc du reste bien pour tous les entiers n. Et après, je vous ai juste écrit un petit exemple pour vous montrer que ça fonctionne en fait. Mais bon, là on l'a démontré, donc de toute façon, sauf erreur de calcul, c'était certain que ça allait fonctionner. Donc j'ai juste pris pour n égale 2, j'ai écrit qui est A, qui est B dans ce cas-là. Enfin B, lui, toujours le même, mais juste pour avoir tout sous les yeux. J'ai posé la division, je trouve un reste, donc 8x carré moins 15x moins 2. Et en fait, vous n'avez qu'à faire le calcul, vous allez voir qu'en remplaçant n par 2, ça donne bien exactement ce reste-là. Donc, bon, en effet, c'est plutôt cohérent ce qu'on a trouvé. Voilà, bon, donc ça c'était pour terminer le 4.2b. Ensuite, sur le 4.2c, j'en avais touché un mot, cela dit, même si on ne l'a pas vraiment écrite. On retrouve en fait la formule qu'on avait déjà vue sur les fonctions au début de l'année. On l'a revue aussi dans le 6b, pour ceux qui ont écouté justement, parce que c'était déjà sur la vidéo du 6b, ça. Et donc là, on le revoit pour les polynômes. Donc en fait, la formule est exactement la même. Là, simplement, ça fonctionne sur un polynôme qui, je le rappelle, n'est pas forcément une fonction polynomiale. Donc, bon, ça reste quand même quelque chose à démontrer en théorie. C'est pas juste une application de Leibniz pour les fonctions, il faut quand même le montrer avec les polynômes. Mais la démonstration est exactement la même, toujours la même chose. Donc, par récurrence ici c'est K, par récurrence sur K, avec exactement les mêmes arguments qu'on avait déjà quand on a démontré la formule du binôme de Newton, et qui sont aussi déjà les arguments pour la formule de Leibniz pour les fonctions. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je ne refais pas la démonstration, même si c'est un exercice intéressant, mais normalement, vous avez déjà dans vos cours, dans vos notes, une de ces preuves-là, donc après, il n'y a plus qu'à appliquer de façon similaire. Voilà, donc justement, que va donner cette formule donc pour i égale 0 jusqu'à k. Donc c'est vraiment la même chose que le binôme de Newton, sauf que ça n'a pas le même sens, mais l'écriture, la façon de le retenir va être la même. C'est-à-dire que j'ai i parmi k, pour i allant de 0 à k, bien sûr. Des p, alors c'est pas une puissance cette fois, c'est un ordre de dérivation, mais bon, sinon ça revient à peu près au même. On a bien k moins i, et q, im, pour justement que k moins i plus i, ça vale bien k. Et donc comme dans la formule du binôme de Newton, quand j'additionne pour chaque terme les deux ordres de dérivation, je dois avoir exactement k. Voilà. Donc, bon, nous on l'a eu avec n, bon là c'est avec k, peu importe. Donc voilà, normalement ça ne devrait pas trop solliciter votre mémoire si vous aviez déjà appris le binôme de Newton. Donc je passe, parce que en plus les applications, bon ça ressemble aux applications qu'on avait fait dans les fonctions, sauf que c'est encore plus simple, puisque ce sont des polynômes, et que les polynômes à un certain moment ont leur dérivée nulle, donc ça pose pas un gros souci. Alors beaucoup plus nouveau pour le coup, et donc peut-être plus difficile à retenir et à comprendre pour vous, le 4.3, qui est donc la formule de Taylor polynomiale, qui est un petit avant-goût de ce qu'on fera dans le chapitre 9, justement.
d'une partie en tout cas, sur l'analyse asymptotique, c'est-à-dire les développements limités. Donc en gros, ce qu'on a sous les yeux, c'est le développement limité du complet, hein, comme si on prenait la fonction polynomiale p, disons, et donc ce serait son développement limité complet ici. Donc bon là à l'ordre n, parce qu'on a un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Bon, on en reparlera hein, évidemment de tout ça. Mais voilà, sachez que ça sera aussi développement limité en A. Parce que vous voyez qu'il y a un A dans la formule qui a une extrême importance. Donc ce sera le polynôme, le développement limité de ce polynôme en A. Voilà. Alors ici, bon, pour l'instant, on ne l'appelle pas développement limité. On l'appelle formule de Taylor polynomiale parce qu'on verra que justement, pour les fonctions générales dans les développements limités, on aura une formule de Taylor aussi, qui est... Enfin bon, on y reviendra à tout ça. Bon, alors qu'est-ce qu'elle dit cette formule? Bah, simplement, pour les polynômes, c'est pas très compliqué, c'est juste une réécriture du polynôme en fait, hein. C'est parfaitement égal, simplement c'est une autre façon de l'écrire. Donc là, en gros, on va l'écrire comme si on était autour de A. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir que des x moins a, des puissances de x moins a. Voilà, donc en gros, on part d'un polynôme qui est écrit en x, et si par exemple le a vaut 2, on va l'écrire comme un polynôme de x-2 en fait. Donc avec des x-2, des x-2 au carré, des x-2 au cube, des x-2 puissance 4, etc. Et éventuellement, évidemment, une constante. Donc c'est ça l'idée. Donc en fait, pour l'instant, c'est tout ce que vous avez à retenir. C'est-à-dire que c'est une réécriture du polynôme qui peut être très intéressante dans certains problèmes de divisibilité. On fera justement quelques exemples après. Mais avant les exemples, évidemment, comme vous vous en doutez, on va la démontrer. Donc on va démontrer cette formule, on va voir que c'est pas si évident que ça. Il y a des histoires de somme, tout ça, donc c'est un exercice intéressant. Donc du coup, allons-y, démontrons. On démontre ça. Alors, je vais avoir de la place ici. Oui, donc c'est le 4,3. Donc, preuve. J'ai dû appeler ça proposition. Ça peut être un théorème aussi, évidemment. Preuve, donc en fait, de la formule de Taylor polynomiale. D'ailleurs, avant... alors, je vais le faire là. Avant vraiment de le prouver, donc je vais rappeler ce qu'on veut prouver et je vais juste détailler des petits points. Donc, montrons que... Alors... quel que soit P appartenant à Kn de x, c'est-à-dire de degré donc inférieur ou égal à n, et quel que soit A appartenant à K, on a P de x égale la somme, j'ai pris le K de 0 à n, donc la somme des pkm en A sur K factoriel, facteur de x moins A à la puissance K. Je regarde juste si j'ai bien pris les bonnes notations, les mêmes que celles du cours. Ok. Voilà, donc on veut démontrer ça. Alors je voudrais juste avant qu'on démontre dire quelques petites choses sur cette formule, et après on va démontrer. Si je l'écris en extension, donc pour k égale à 0, qu'est-ce que ça donne au final? P 0e de A, 0e ça veut dire qu'on n'a pas dérivé, donc P de A, sur 0 factoriel ça vaut 1, et après fois x moins A à la puissance 0, x moins A à la puissance 0 ça vaut 1. Donc en fait, pour k égale à 0, donc... hein, ça c'est k égale 0. Pour k égale à 0, j'ai que ça. Bon. Alors après, pour k égale 1. Donc pour k égale 1, j'ai donc P' de A sur 1 factoriel, donc bon, en fait, 1, fois x moins A à la puissance 1, autrement dit, fois x moins A. Donc ça, c'est pour k égale 1. Ensuite, P seconde de A sur 2, puisque c'est 2 factoriel, facteur de x moins A au carré. Allez, je pousse encore juste à un rang. Donc ensuite, si je continue, je vais avoir P troisième de A sur 6, puisque c'est 3 factoriel, facteur de x moins A au cube. D'ailleurs, je peux laisser 3 factoriel, c'est pas gênant, au moins on voit bien la formule. Voilà, bon, etc. en fonction du degré du polynôme, évidemment. Et justement, le tout dernier, ce sera P énième de A sur n factoriel, facteur de x moins A à la puissance n. Bon, alors, pourquoi je l'écris en extension? Parce que je vais vous montrer quelque chose qui a de l'importance, qui a beaucoup d'importance même, et qui en aura encore plus quand on fera les développements limités.
On récupère en fait, donc ici, l'image de P en A. Bon, ça vous n'avez pas échappé. Et si je prends tout ça, je récupère en fait exactement l'équation, enfin l'expression dans l'équation de ma tangente à la courbe du polynôme si je le considère en tant que fonction polynomiale. Donc si c'était une fonction polynomiale, j'aurais donc une courbe. Et cette courbe en A, elle a une tangente, puisque une fonction polynomiale est de toute façon dérivable partout. Donc j'ai bien une tangente. Et justement, je pourrais lire ici dans cette formule, au tout début, l'équation de ma tangente en A. Donc évidemment, je le redis, hein, je l'ai dit, mais là je parle de tangente, donc dans l'idée où on prendrait le polynôme en tant que fonction polynomiale. Hein. Parce que sinon, si on ne considère pas le polynôme comme une fonction, on va avoir du mal à parler de courbe représentative de toute façon. On pourrait parler de courbe associée, mais bon, je fais quand même attention là-dessus, je parle bien de la fonction polynomiale associée. Donc autrement dit, en fait cette tangente, si on prend, donc j'en sais rien moi, quelque chose je prends très, très basique. Imaginons que je trace ma tangente ici. En fait, autour de A, c'est très proche de la courbe. C'est-à-dire quand je suis très très proche de A, la courbe et la tangente se confondent presque. Pas tout à fait, évidemment, mais presque. Donc en fait, cette première expression, elle est finalement quand on est très proche de A, quand x est très proche de A, quand on évalue, on obtient des valeurs qui sont très proches des valeurs de la fonction polynomiale de départ. Bon. Et ensuite, si je prenais donc, tout ça, là c'est quelque chose de degré 2, donc ça donnerait une parabole. Et en fait, cette parabole, ce serait donc celle qui est la plus proche de la courbe de ma fonction polynomiale autour de A, toujours. C'est-à-dire que vraiment, là, on obtient des informations sur des approximations, en fait, de notre polynôme ou de notre... on le fera aussi pour des fonctions. Mais on n'oublie pas qu'on est toujours proche de A. C'est-à-dire que ça ne marche que localement. Ce ne sera pas une parabole qui ressemblera à la courbe dans son ensemble. Mais si je suis autour de A, cette parabole donnera presque, on pourrait prendre ça comme valeur approchée en fait, donnera presque les valeurs de la fonction polynomiale de départ. Voilà, etc. Évidemment, si je vais jusqu'au cube, ça va être la même chose, mais avec une fonction polynomiale de degré 3, etc., etc. Donc ça, ce serait donc une parabole proche de la courbe de la fonction polynomiale P au voisinage de A. Voilà. Donc ici une droite proche, ici une parabole proche, ici, bon ça porte plus trop de nom, mais une courbe correspondant à un polynôme degré 3 le plus proche, etc. Donc ça peut être intéressant quand le polynôme est de degré très grand. Voilà, parce qu'évidemment s'il est lui-même déjà de degré 2 ou 3, bon ça n'a pas grand intérêt. Voilà, bon, ça c'était juste pour quelques commentaires. Maintenant pour la démonstration. Alors, pour la démonstration, c'est pas si simple parce qu'on a donc notre somme. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va démontrer que cette formule, elle est vraie déjà pour les polynômes du type x puissance k. Et ensuite, comme finalement tout polynôme est une combinaison de cela, on arrivera à le déduire pour tous les autres. C'est ça l'idée. Alors, on y va. Donc, prouvons tout d'abord que la formule est vraie. Donc la formule de Taylor, polynomiale, est vraie pour P qui serait égal à x puissance k avec k entre 0 et n. Puisque rappelez-vous, la polynomiale, elle s'applique pour un polynôme degré n, bon, n étant n'importe quoi en fait, c'est juste qu'on a un degré fixé. Et donc là, on va essayer de... Donc on se dit, ok, on se pose un n, j'aurais pu le mettre d'ailleurs, donc soit n appartenant à n, hein. On se pose un n et on veut montrer déjà que pour tous les degrés inférieurs ou égaux à n, x puissance k, vérifie bien cette formule. Alors,
Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, parce que là on l'a dans notre théorème, hein, la formule. Donc je vais la prendre telle quelle et je vais prendre la formule avec le sigma et je vais essayer de montrer que ça fait bien P de x. Je vais aller dans ce sens-là, parce que tout simplement, parce que c'est plus simple pour faire, pour conclure quoi. Donc, si je prends ma formule, alors je vais changer l'indice de la somme parce que j'ai déjà le k qui est pris. Donc je ne peux pas prendre k, donc du coup je prends i. Pour i allant de 0 jusqu'à k, PIM de a sur i factoriel fois x moins a à la puissance i. On va essayer de démontrer donc que c'est bien égal à p de x. Voilà, p de x étant x puissance k. Alors, pour ça, on a des choses, puisqu'on avait démontré des choses. Notamment, donc ce que je vais faire, c'est que le i factoriel, voilà, je vais mettre 1 sur i factoriel en facteur. Et le PIM de A, on l'a justement écrit, moi c'était pas écrit là à l'écran, mais vous l'avez dans votre cours. On a justement écrit cette formule dans le cours C'est proposition 2, juste avant la formule de Leibniz. Donc c'est très récent. Donc du coup, je peux l'appliquer. On avait trouvé, alors faites attention aux indices parce qu'on ne l'avait pas écrite avec les mêmes indices. Faites juste gaffe à ça. Ah oui, non, d'ailleurs, c'était plus simple encore, c'est pas la proposition 2, oui, je suis bête, parce que P, c'est x puissance k, c'est carrément la proposition 1, oui, donc c'était plus simple. Mais pareil, faites attention, on n'avait pas les mêmes indices. Donc dans le cours, là, je regarde, on avait x puissance n km, alors que là, on a x puissance k im. Donc on fait juste attention à ça. Donc justement, ça va nous faire k factoriel sur k moins i factoriel. Voilà. Le tout multiplié par x puissance... Non, a du coup ici, puisqu'on a évalué en a, pardon. A exposant k moins i, facteur de x moins a exposant i. Voilà. On a tout ça. Mais on va s'en dépatouiller, puisque, en fait, ici, on reconnaît quelque chose. K factoriel sur i factoriel fois k moins i factoriel, c'est une combinaison. Donc, on va pouvoir utiliser cette information. Je vais le faire là. Donc, ce sera égal à la somme pour i allant de 0 jusqu'à k des i parmi k à k moins i x moins a à la puissance i. Et là, on a le binôme de Newton qui arrive à notre secours, puisqu'on est exactement dans le... On a tout ce qu'il faut, là, il n'y a rien à modifier. Donc on peut en déduire directement que ça fait a plus x moins a à la puissance k. Autrement dit, x puissance k. Voilà, donc quand le polynôme c'est x puissance k, effectivement, on peut le réécrire en utilisant cette fameuse formule de Taylor polynomiale. Maintenant, on généralise. Maintenant, donc, généralisons. Donc, soit je prends un polynôme quelconque. Il y a déjà un a dans l'énoncé, donc je vais prendre b. Donc, ces coefficients, je vais appeler les bk, x puissance k, pour k allant de 0 à n. Donc, on considère que son degré maximum, c'est bien n, comme le stipule l'énoncé du théorème. Et bien là, on va aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va partir de p de x. Et on va essayer de démontrer qu'on a bien cette fameuse formule de Taylor. Donc alors, d'ailleurs, oui, j'ai mis p de x dans la... ou p, hein, bien sûr. Moi, je vais mettre p là, mais c'est... Bon, on en a déjà parlé, que c'était bien la même chose. Donc p égale... Du coup, je reprends mon polynôme, sauf qu'à la place de x puissance k, puisqu'on vient de le voir juste au-dessus, j'applique la formule de Taylor pour x puissance k en a. Donc, que dit la formule de Taylor? Justement, elle dit, et c'est là que je vais me retrouver avec un calcul sur les sommes dont je parlais en préambule. Donc, justement, elle dit que ça revient à prendre les dérivés im de mon polynôme en a sur i factoriel, facteur de x moins a puissance i pour i allant de 0 à k. Voilà, ça a l'air d'être plus compliqué qu'avant, je suis d'accord avec vous. Mais bon, on va essayer de simplifier l'écriture pour arriver à montrer ce qu'on veut.
Alors, l'idée maintenant, c'est que bah déjà, je peux écrire, je peux tout mettre sous une même somme, enfin sous une même somme double plutôt. Donc, je réécris tout. I factoriel, facteur de x moins a à la puissance i. Voilà, voilà tout ça. Sauf que les deux sommes... Oh oui, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis k ici. J'allais dire elles sont indépendantes, sauf que je ne les ai pas mises indépendantes. Forcément... Ah oui, non, 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 c'est normal, parce que là j'avais un k et... oui, alors en même temps... Oui, oui. En même temps, je vais justement, je vais la rendre indépendante, je vais mettre n. Alors pourquoi je dois redire ça? Parce que je vais l'écrire à côté. Alors j'ai rentré le BK, bon ça je pense que tout le monde comprend pourquoi. Et ensuite, donc pourquoi je vais redire ça? Alors j'ai juste, excusez-moi, j'ai un petit bug sur le... Mais c'est rien. Ah, j'ai le logiciel de la tablette qui bug, mais c'est pas grave, je vais le reprendre. Je suis abonnée aux problèmes techniques en ce moment. Mais tout va bien. On va s'en sortir normalement. Voilà, donc je reprends mon fichier. Donc, alors, on en était où? On en était par là. Ici, voilà. Désolée. Donc, je sais plus où j'en étais. Oui, voilà. J'en étais là. Oui. Donc, je voulais expliquer justement le pourquoi. Alors, je vais juste changer de couleur. Alors, pourquoi ici j'ai mis un N à la place d'un K. Le BK, lui, donc pas de souci, je l'ai fait rentrer dans ma deuxième somme puisqu'il ne dépend pas de I. Donc, c'est pas problématique. J'ai développé en fait. Et donc, pourquoi j'ai le droit de mettre un N, justement? Parce que si j'ai I qui est strictement supérieur à K, donc car pour I strictement supérieur à K, la dérivée IM de xk vaut 0, puisque là, dans ce cas-là, j'aurais dérivé plus de fois que ce que j'avais de degrés. Donc, j'ai le droit de dire que ma somme, elle va jusqu'à N, puisque de toute façon, les termes suivants sont nuls. Ce qui est intéressant quand je fais ça, c'est que du coup, mes deux sommes deviennent indépendantes et sont permutables. Je peux sommer, du coup, dans l'ordre que je le souhaite. Et moi, je vais préférer sommer dans l'autre sens. Donc, je vais mettre I en somme extérieure et K en somme intérieure. On va voir pourquoi. Donc, BK, alors je réécris tout, j'essaie de rien oublier. X moins A puissance I. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est que j'ai toute une partie qui ne dépend pas de i. Et donc, je vais pouvoir le sortir de ma somme intérieure et le laisser entre les deux sommes là. Donc, j'ai 1 sur i factoriel, facteur de x moins a à la puissance i. Et donc, il me reste au final dans la somme intérieure juste bk, facteur de x puissance k im en a sur i factoriel. Ah non, justement, le i factoriel, je ne l'ai plus. Voilà, ça ressemble plus à ce que je voulais. Voilà. Et ça, justement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est exactement, alors ce serait bien que je réécrive les indices de ma somme, donc k allant de 0 jusqu'à n. Et là, je reconnais en fait le polynôme p. Rappelez-vous, le polynôme p, c'est la somme des bkxk, sauf que chaque xk a été dérivé i fois. Donc, en fait, c'est exactement la dérivée im du polynôme p que j'ai posé au départ. Et donc, je me retrouve avec la somme pour i allant de 0 jusqu'à n, des 1 sur i factoriel pim de a, fois x moins a à la puissance i. Et justement, si vous regardez votre formule du cours, c'est exactement ce qu'on voulait obtenir. Donc c'est QFD, comme disent certains. Voilà. Donc effectivement, cette formule de Taylor, elle fonctionne bien pour tout polynôme. Tout polynôme, en fait, à un degré fixé, quoi. Voilà. Ce degré pouvant être n'importe qui, n'importe lequel. Bon, voilà, donc pour cette preuve, un petit exemple qui va utiliser notre formule de Taylor, justement. Intéressant de voir ce qu'on peut faire de ça, en fait. Parce que
C'est pas au départ évident de voir que ça peut être utile. Parce qu'on se dit, oui, bon, d'accord, on l'écrit en fonction des x moins a, mais avec x, c'est plus simple, quoi. Donc, on voit pas trop l'intérêt. Donc, on va voir justement ce qu'on peut en faire. Alors, imaginons qu'on nous demande le reste dans la division de... on va l'appeler P, donc de P qui serait x puissance n. Ouais, c'est pas clair ce que je dis. Donc, reste dans la division euclidienne, évidemment, hein, de P égale x puissance n par... je vais l'appeler B. Ou Q peut-être. Donc Q qui serait donc x moins 1 au cube. Voilà, donc on se demande ça. Bon. Justement, alors P, donc c'est x puissance n. On peut se dire, alors on va pas prendre 0, parce que 0 c'est une racine de P, et c'est une racine aussi de sa dérivée seconde, etc. Donc c'est pas très intéressant. Du tout, d'ailleurs. Parce qu'on a déjà, en fait, cette écriture-là, et comme tous les polynômes, hein, d'ailleurs, quand vous avez que x et pas x moins quelque chose, c'est que vous avez fait x moins 0. Donc en fait, le polynôme que vous avez dès le départ, c'est la formule de Taylor en 0 du polynôme. Donc évidemment, on ne va jamais choisir a qui vaut 0, ça n'a pas d'intérêt. Pour les polynômes, hein. On verra que pour les fonctions, ça peut avoir beaucoup plus d'intérêt. En revanche, ici, ce qui pourrait être intéressant, c'est 1, tout simplement parce que ça donne des calculs assez simples. P de 1 est simple. P de 1 aussi, bon après il y a du n qui apparaît, c'est normal, mais ça fait des calculs assez simples. Donc imaginons que j'écrive ma fonction, enfin, pardon, ma formule de Taylor en a égale 1 de ce polynôme. Donc là, du coup, ça me donnerait, donc là j'applique la formule de Taylor polynomiale, bien sûr, mais pour l'instant on n'a que ça, en a égale 1. Donc ça me donnerait, alors P de 1, bien sûr, plus P' de 1 fois x moins 1, plus, rappelez-vous, hein, on l'a fait tout à l'heure, P seconde de 1 fois x moins 1 sur 2 factoriel, donc sur 2, e au carré, pardon, plus, alors je peux continuer longtemps, et après mettre des suspensions jusqu'à n, parce que je ne sais pas combien vaut n, donc de toute façon je ne vais pas écrire tous les termes. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est x moins 1 au cube. D'ailleurs aussi pour ça qu'on a choisi 1, on est bien d'accord, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais l'idée c'est d'avoir une expression de p avec des x moins 1. Et donc nous on veut x moins 1 au cube, donc on va surtout vouloir des facteurs de x moins 1 au cube. Et justement on se dit, bah, tout ce qui est après, ça va être un certain nombre de fois x moins 1 au cube, plus un certain nombre de fois x moins 1 à la puissance 4, plus un certain nombre de fois x moins 1 à la puissance 5, etc., etc. Donc, on va se dire, bon ben, ok, ce sera x moins 1 au cube fois un polynôme. Alors d'ailleurs, lui, je vais plutôt l'appeler b comme je le voulais au départ, et là, on va plutôt mettre q, parce que souvent, les facteurs, on les appelle plutôt q. Donc, fois q. Avec q qui est un degré, un polynôme, de degré, du coup, vu que p est de degré n, q sera de degré maximum inférieur ou égal à n-3. Voilà. Bon, en réalité, ce sera même de degré inférieur à ça. Mais bon, peu importe. Un polynôme. Donc, ce qui est intéressant, c'est que justement, on a cette écriture de p avec du x-1 au cube à l'intérieur. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc maintenant, on va continuer, on va faire le calcul. Et en fait, on va s'apercevoir que ça va nous donner ce qu'il faut. Nous, on voulait le reste, hein, rappelez-vous. Parce qu'en fait, ce qui est bien dans la formule de Taylor polynomiale, c'est que les termes qu'on écrit au fur et à mesure sont de degrés croissants. Et donc, on sait que à partir, c'est pour ça que d'ailleurs on a factorisé par x-1 au cube, à partir de là, on n'aura que du degré supérieur ou égal à 3. Et donc finalement, ce qui est de degré 2, la partie de P qui est de degré 2, elle se trouve bien au début. Et donc on a déjà notre reste, puisque le reste est forcément, lui, de degré inférieur ou égal à 2, dans la mesure où B, par lequel on a divisé, est de degré égal à 3. Donc en fait, ça va nous donner la réponse directement, sans s'embêter et sans chercher compliqué. Cela on aurait pu essayer avec, comme on a fait là, avec le a égale bq plus r, etc. On aurait obtenu des équations sur certaines choses, mais le souci c'est que on n'aurait pas... enfin quoi que ça, après ça se tente, si ça se tente, ça aurait fait un peu plus... Enfin oui, bon.
Après, ça se tente. Je l'ai pas tenté autrement parce qu'en fait, avec Taylor, ça tombait tout de suite. Mais bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Parce que en fait, il faudrait le faire avec B, qui a une racine 1. Ensuite, avec B', parce que cette racine, elle est triple, donc elle va être aussi racine de B' et de B seconde. Donc il faudrait dériver une fois, puis encore une deuxième fois, avoir 3 équations. Et non, je pense qu'on s'en sortirait aussi. Oui, oui. Mais là, c'est une manière vraiment plus rapide, vous allez le voir. Parce que là, finalement, bah, maintenant, je remplace. Donc P de 1, ça fait 1. P' de 1, P' c'est n, xn-1. Donc en 1, ça fait n. P seconde, donc c'est nn-1 fois x puissance n-2. Donc en 1, ça fait nn-1. Sur 2, le sur 2, il était déjà. Facteur de x-1 au carré. Et là, donc j'ai x-1 au cube fois q. Ok. Ensuite, donc si on simplifie un petit peu, alors qu'est-ce qu'on a qui est constant? Bon, je vais tout développer. Donc nx-n plus nn-1 sur 2x carré, moins 2x facteur de toujours ça, donc ça fait moins n fois n-1x, plus nn-1 sur 2 plus x-1 au cube fois q. Donc si on fait apparaître ça comme un joli polynôme, donc on va avoir alors les x carrés, ok, alors les constantes, on a 1 plus, non 1 moins n plus n fois n-1 sur 2. Donc 1 moins n c'est moins n-1, donc ça me fait, en fait plus exactement on va faire donc n-1 facteur de moins 1 plus n sur 2. Ça c'est pour la constante. Ensuite les x on en a plus n moins n carré plus n. Donc on se retrouve avec plus moins n carré plus 2n x. Et les x carrés, on a nn-1 sur 2 x carré. Avec toujours, donc en dernier, notre multiple de x-1 au cube. Donc, pour finir, juste pour avoir une jolie écriture, on va avoir donc ici n-1 sur n-2 sur 2 plus n facteur de 2 moins n x plus n-1 sur 2 x carré plus x-1 au cube fois q. Voilà. Et donc justement, en fait, on a fini. Puisque, donc ça c'est, en fait, ça c'est notre b fois q. Je vais l'écrire. Donc en gros, c'est le quotient fois le diviseur. Et ça, c'est de degré inférieur ou égal à 2. Donc, c'est le reste. Donc, on a trouvé notre reste. Alors, juste, je ne l'ai pas dit dès le départ, mais quand j'écris je vais y arriver. Ma formule de Taylor au départ, je suppose déjà que, ben, vous voyez, je l'écris à l'ordre 3. Et donc, je suppose que mon polynôme, je vais bien lui trouver une dérivée. Quoique, bon, en fait, je suis en train de dire ça, mais ça marche aussi, je pense, directement, puisque notre formule de Taylor, elle marche pour tous les polynômes inférieurs ou égaux, de degrés inférieurs ou égaux à n à chaque fois. Je ne sais pas si tout le monde, je pense pas que vous me suiviez là, excusez-moi, je réfléchis en même temps. Je me demande s'il faut exclure justement dès le départ n qui vaudrait 0, 1 ou 2. Dans la mesure où ça doit pas être dérangeant en fait, parce que même si n vaut 1, bah, P' est nul. Et donc, oui, par contre c'est vrai qu'on n'aurait pas x-1 au cube fois q. Ouais, c'est ça. Avec q de degré... Enfin, oui, on aurait x-. Si, en fait, si ça marche, il suffirait de prendre q qui est nul. Oui, non, donc en fait, j'ai pas besoin d'exclure les cas dès le départ. En tout cas, on peut constater dans la formule à l'arrivée que pour n égale à 0, justement, en fait, bon, q vaudrait 0. Ça, c'est pas dès le départ, hein, puisque pour n égale à 0, p serait égal à 1. Donc, quand on écrit notre formule de Taylor,
en réalité, les P' s'annulent, les P', P secondes, etc. Donc il nous resterait P de 1, c'est-à-dire 1. Et il faudrait prendre Q qui vaut 0. Mais bon, cela dit, ça existe. Hein. Et on aurait bien notre relation. Et donc, quand n vaut 0, en fait, tout s'annule. Alors, en prenant Q égale à 0, après, tout s'annule, sauf le tout premier terme, le constant, qui vaudrait 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc, ça fonctionne. Quand n vaut 1, tout s'annule, puisque là aussi, il faudrait prendre Q égale à 0. Quand n vaut 1, tout s'annule, sauf le terme en x, qui vaut 1. Enfin, 1x. Donc, ça fonctionne bien, puisque P est égal à x. Quand n vaut 2, on a tout qui s'annule, sauf le terme en x carré, qui vaut 1 aussi, 1x carré, et donc ça serait bien égal à p. Voilà. Et après, à partir du degré 3, on a de toute façon un polynôme Q non nul, et après, tout ce qu'on a fait, de toute façon, ça applique encore. Donc ça reste valable, en fait, hein, pour n égale 0, 1 ou 2. Voilà, donc un exemple de ce qu'on pourrait faire avec. Est-ce que j'ai un autre exemple intéressant sous la main? Non, mais il y en a normalement dans le... Je suis en train de... Oui, c'est ça. Il y en a dans le TD, et en plus, on va avoir une autre preuve qui utilise ça, donc ce sera de toute façon une application aussi. Ok, donc, formule de Taylor polynomiale à apprendre, à connaître, d'autant plus qu'elle va revenir dans un autre contexte. Donc ensuite, alors intéressant aussi, très important, très utile, le 4-4, caractérisation de la multiplicité d'une racine par les polynômes dérivés successifs. Donc en gros là, on en a déjà un petit peu parlé, hein, j'ai préparé le terrain, je vous ai déjà fait remarquer des choses, et donc simplement on va officialiser, formaliser, démontrer, mais sinon c'est pas parfaitement neuf. On met en lien en fait la multiplicité d'une racine, c'est-à-dire le fait qu'elle soit simple ou double ou triple, etc., avec le fait qu'elle annule ou pas les dérivées successives. Donc, est-ce qu'elle annule aussi P', est-ce qu'elle annule aussi P seconde, etc. Plus une racine va être commune à des dérivées successives, et plus sa multiplicité va être grande. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Donc, moi, je propose... est-ce que je crois que j'ai mis un exemple dans le cours, en fait. Que j'ai mis... Mais je l'ai mis la déterminante de multiplicité. Oui, bah allez, faisons cet exemple avant de remplir. On va vite voir ce qui se passe. Allez, exemple du cours. Donc là, on est dans le... j'ai oublié. Je sais pas. Le 4-4. Voilà, ça. Donc dans le 4-4, l'exemple du cours. Alors évidemment, j'ai mis l'exemple après la proposition, donc c'est plus facile à traiter quand on a déjà la proposition. Mais là, l'idée, c'est plutôt de se servir de l'exemple pour comprendre la proposition qu'on va écrire. Donc, bon. Alors, on nous demande donc la multiplicité de moins 1 en tant que racine. Hein, pour le polynôme, alors je vais l'écrire déjà, ce polynôme, pour qu'on l'ait sous les yeux. Donc, x puissance 4 plus x au cube moins 3x au carré moins 5x moins 2. Donc on s'aperçoit effectivement que moins 1 est une racine, puisque ça fait 1 moins 1, donc 0. Moins 3 plus 5 moins 2, ça fait 0 aussi. Donc effectivement, P de moins 1 égale à 0, donc moins 1 est une racine de P, ça c'est un début. Et donc qui dit racine, dit multiplicité. Donc soit elle est de multiplicité 0 si ce n'est pas une racine, bon, ça ne nous intéresse pas, donc on n'est pas du tout dans ce cas-là, soit elle est de multiplicité donc supérieure ou égale à 1 si c'est une racine. Alors, la première méthode, celle-là normalement que vous connaissez déjà, puisqu'elle fait référence à des choses plus haut dans le cours. Donc la première méthode, c'est division successive par x plus 1, puisqu'on avait vu que... Donc on avait vu que si moins 1 est une racine de P, c'est que x plus 1 est un facteur de P, donc on peut faire la division euclidienne, hein, de P par x plus 1, et on continue. C'est-à-dire que... Alors je ne sais pas si vous m'avez suivi. Donc il faudrait du coup déduire. Donc on divise par x plus 1. Je ne vais peut-être pas toutes les faire, hein, mais c'est juste pour qu'on soit bien d'accord. Donc ici j'aurai alors 4 plus x au cube. Donc ça nous ferait... il ne reste plus que moins 3x au carré moins 5x moins 2. Alors ensuite moins 3x. Donc moins 3x carré moins 3x. Donc ça nous ferait
moins 2x moins 2, et donc avec moins 2 c'est réglé, on n'a plus de reste. Voilà, donc en fait on en déduit que x4 plus x au cube moins 3x au carré moins 5x moins 2 est égal à x plus 1 facteur de x au cube moins 3x moins 2. Et donc la question derrière, c'est... Donc là, en fait, ça veut dire que moins 1 est au moins de multiplicité 1. On le savait déjà parce que c'était une racine. Bon. Maintenant, pour savoir si c'est de multiplicité 2, il faut prendre celui-là. Attendez, là, ça vient. Prendre celui-là. Et voir si lui-même a pour racine moins 1. Parce que ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que x plus 1 au carré diviserait par hasard notre polynôme de départ. Autrement dit, est-ce que celui-là, là, le deuxième facteur, est-ce que lui aussi il est divisé par x plus 1 ? Et c'est là où je parle de division successive par x plus 1. C'est-à-dire qu'en fait, je prends donc mon x au cube moins 3x moins 2 et je continue. Donc je redivise par x plus 1. Donc là, ça me fait... alors... Ouais, c'est quand même intéressant de le voir en détail, cet exemple. Donc ça nous ferait moins x au carré moins 3x moins 2. Donc moins x, moins x carré moins x. Donc ça nous fait moins 2x moins 2. Et donc moins 2 et c'est terminé. Donc en fait, on se rend compte qu'on peut continuer. C'est x plus 1, facteur de x plus 1, facteur de x au carré moins x moins 2. Et donc on se demande, est-ce que moins 1 est encore une racine de notre polynôme ? Bon, alors là, ça se voit, pour le coup, c'est du second degré, c'est quand même assez facile à voir. Donc 1 moins 1, moins 2, oui, effectivement, c'est encore une racine. Donc en fait, on peut encore factoriser par x plus 1. Et le dernier facteur, en revanche, c'est x moins 2. La deuxième racine, c'est 2. Et donc, on se rend compte qu'on a x plus 1 au cube qui divise notre polynôme, mais pas x plus 1 puissance 4. Donc, la multiplicité est de 3. Ça, c'est la définition qu'on a déjà écrite et donc qu'on a déjà commentée et pour laquelle on a déjà vu des exemples. Donc là, on dirait, je l'écris ce que j'ai dit, x plus 1 au cube divise p, il s'appelait p, je sais plus. Oui, il s'appelait p, parfait. Et x plus 1 puissance 4 ne divise pas p. Donc, moins 1 est de multiplicité 3. Voilà, donc ça c'est la première manière de répondre à cette question avec les moyens que vous avez. Donc ensuite, méthode 2, ça va être donc ça, la nouveauté, avec les dérivées successives. Donc dérivées successives. Donc, en gros, l'idée c'est de dériver et de déterminer jusqu'à quelle dérivée km, moins 1 est toujours racine de cette dérivée. Donc nous on sait que p de moins 1 égale à 0. Bon, donc déjà, multiplicité au moins 1. P'. Donc maintenant, il faut le calculer en fait. Donc P', ce serait 4x au cube, moins 3x au carré, moins 6x, moins 5. Donc on se demande, est-ce que cette dérivée s'annule en moins 1 ? Oui, en moins 1. Et justement, ça ferait moins 4, moins 3, donc moins 7, plus 6, donc justement moins 1. Attendez, je la refais. Donc moins 4, c'est ça. Moins 4, moins 3, moins 7, plus 6, donc moins 1 et moins 5. Donc c'est bizarre, parce que c'est censé justement s'annuler. Alors qu'est-ce que j'ai encore fait Donc x puissance 4, c'est bien ça. Ah oui, c'était un plus, pardon. Et ça marche mieux comme ça, forcément. Donc je la refais. Moins 4 plus 3, cette fois, donc moins 1. Plus 6, ça fait 5. Moins 5, ça fait 0. C'est ça. Sinon, c'était pas très cohérent avec ce qu'on avait fait avant. Donc P' de moins 1 vaut 0, ce qui veut dire qu'on a une multiplicité supérieure ou égale à 2. C'est ça que va dire le théorème. En fait, quand notre racine est aussi une racine de la dérivée, et on l'avait constaté, rappelez-vous, dans l'exemple, celui que j'ai fini de traiter là au début de la vidéo, on avait constaté que 2 était une racine de b et aussi une racine de b', et justement on avait x-2 au carré comme facteur dans b, c'est-à-dire que 2 était de multiplicité 2. Et ben, ça on va le généraliser, c'est-à-dire que si ma racine annule p et aussi p', alors elle est de multiplicité au moins 2. Autrement dit, p peut se factoriser au moins par x plus 1 au carré. Bon. Ensuite, on va continuer tant que en fait, on n'obtient pas une dérivée qui ne s'annule pas en moins 1.
Donc P seconde, on le calcule, donc 12x plus 6x moins 6. P seconde en moins 1, ben ça fait moins 12. Oulala, j'oublie les... Pardon. Il y avait un carré ici, donc ça fait 12. Donc 12 moins 6, donc ça fait 0. Et justement, ça veut dire que notre racine, elle est encore racine de la suivante, donc de la dérivée seconde, et donc on a une multiplicité supérieure ou égale à 3, cette fois. Bon, ok. Donc ensuite, on continue. P troisième, donc 24x plus 6. Ah, là, cette fois, P troisième en moins 1, c'est différent de 0, puisque ça fait moins 18. Différent de 0. Donc ça veut dire que la multiplicité, elle est inférieure ou égale à 3. Et comme là, elle était supérieure, j'ai que moins 1 et de multiplicité 3. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? On calcule les dérivées. Tant que ça vaut 0, on augmente la multiplicité. Et la première qui ne vaut plus 0, on sait qu'on a atteint la multiplicité. Donc là, on avait P de moins 1 égale à 0, P' de moins 1 égale à 0, P seconde de moins 1 égale à 0, mais P troisième de moins 1 ne vaut pas 0. Donc on s'est arrêté à la multiplicité de 3. Donc la multiplicité correspond à 1 de plus, en fait, que l'ordre de votre dérivée, le maximum qui s'annule. Voilà. Ou alors, vous pouvez retenir que ça correspond à la première, à l'ordre de la dérivée, la première dérivée qui ne s'annule pas. Vous pouvez aussi le retenir comme ça. De multiplicité de 3. Voilà. Et donc, c'est exactement ce qu'on va dire dans notre proposition qu'on va aussi démontrer. Alors, elle est où? Elle est là. Donc, caractérisation de la multiplicité d'une racine. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis comme notation? On a pris alpha pour la racine. Multiplicité m, d'accord? Si et seulement si. Donc, on a d'abord P de alpha égale P' de alpha égale, donc elles sont toutes nulles, pas que la dernière, attention, hein. Elles ont vraiment une racine commune, toutes les dérivées successives, jusqu'à la m-1e. Et la m-ième, justement, c'est la première qui ne s'annule pas en alpha. Donc ça, c'est une caractérisation, c'est-à-dire que c'est parfaitement équivalent à la définition de la multiplicité. Donc on peut se servir de ça pour déterminer une multiplicité, c'est parfaitement équivalent. On aurait même pu la définir comme ça et retrouver les autres définitions comme des caractérisations. Le petit exemple, on l'a fait. Bon, j'ai d'autres exemples, hein, mais je pense que vous avez compris l'idée principale. Donc, je vais plutôt passer à la démonstration. Donc, à la démonstration, du coup, de notre proposition. J'essaye de fluoter à chaque fois celle que je démontre pour que vous ayez une trace visuelle rapide pour savoir ce qui a été démontré ou pas. Alors, j'ai plus de place, je suis obligée de le faire en bas, ou peut-être là à côté. Ouais. Pas beaucoup de place, c'est pas grave. Donc là, c'est le 4-4. Donc la preuve de la proposition. Il n'y a qu'une proposition dans cette partie, donc ça va. Allez, on y va. Donc je répète qu'il s'agit d'une caractérisation, donc d'une équivalence à la définition. Donc on va essayer de montrer que alpha est racine de multiplicité m, si et seulement si, les deux choses qu'on a écrites, là, les deux lignes. Donc on a l'annulation de dérivées successives jusqu'à m-1 et pas d'annulation pour la dérivée m-ième. Voilà. On va essayer de démontrer ça. Ce qui veut dire qu'il y a une équivalence et donc une double implication. Et justement, c'est bien ce qu'on va faire. Donc, on va se mettre dans le contexte. Alors, soit P de degré n de k de x. Alors, je le prends non nul, P. S'il est nul, d'ailleurs, il est déjà pris non nul dans la proposition. Hein. S'il est nul, il a une infinité de racines. On n'est plus sur... ça corrobore plus après ce qu'on écrit là. Donc, c'est un cas particulier, le polynôme nul, qu'on ne prendra pas, du coup, dans notre démonstration. Alors, justement, si on a fait la formule de Taylor juste avant, c'est parce qu'on va s'en servir.
Donc là, c'est vraiment une belle application de la formule de Taylor. On va arriver, grâce à elle, à démontrer ce lien qui existe entre la dérivée et la multiplicité d'une racine, les dérivées. Alors justement, d'ores et déjà, avant même de me lancer, je vais directement écrire ce que donne la formule de Taylor polynomiale en alpha. Alors on l'applique en alpha parce que on se doute bien que ça va nous intéresser. Nous on s'intéresse à alpha et l'avantage c'est que vu les hypothèses qu'on va avoir au moins dans un sens, c'est-à-dire qu'on a les dérivées qui s'annulent en alpha, il est fort possible que ça simplifie du coup notre somme. Donc évidemment, si on doit l'appliquer quelque part, on va l'appliquer en alpha. Donc en alpha, du coup on aurait que P égale la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des pkm en alpha sur k factoriel, facteur de x moins alpha à la puissance k. Ok. Alors, je me place donc d'abord dans le sens indirect. Ça me semblait plus naturel, mais évidemment, vous pouvez la faire aussi en prenant d'abord le sens direct. C'est pas un problème, on le fera après. Donc, ça veut dire que dans ce sens, on suppose le tout là. Donc, P de alpha égale à P' de alpha égale jusqu'à la dérivée m-1 en alpha égale à 0. Et que la dérivée m en alpha est différente de 0. Et on veut montrer qu'alors x moins alpha à la puissance m divise p, mais x moins alpha à la puissance m plus 1 ne divise pas p. Alors ça, rappelez-vous, c'était déjà une caractérisation du fait que alpha est une racine de multiplicité m de p. C'est exactement ce qu'on avait écrit avant, donc voilà, n'hésitez pas à retourner voir votre cours. On avait dit que justement alpha est de multiplicité m à condition que x moins alpha à la puissance m puisse être un facteur de p, mais pas x moins alpha à la puissance m plus 1, parce que dans ce cas-là, ce serait de multiplicité m plus 1. Donc, on va carrément utiliser cette définition-là de la multiplicité d'une racine. Ok, alors justement, on récupère... alors, si je reprends ma formule de Taylor, c'est un peu ce que j'ai annoncé là quand j'ai dit que ça allait nous intéresser. En fait, on a plein de termes qui s'annulent, enfin plein, m-1 exactement, puisque p de alpha vaut 0, p' de alpha vaut 0 jusqu'à m-1. Donc ça veut dire que tous les termes de la somme sont nuls, sauf à partir de k égale m. Donc on se place entre m et n. Il est bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais il est bien sous-entendu en tout cas que m est inférieur à n, puisque m est censé être la multiplicité d'une racine, et on ne peut pas avoir une multiplicité supérieure au degré, sachant que le polynôme ne peut pas avoir plus de racines que de son degré. D'accord, compter avec leur multiplicité. Donc je ne peux pas de toute façon avoir m supérieur à n, hein, strictement. Donc là, ça a du sens d'écrire ça. Donc alors, je disais la même somme, mais en partant de m. Voilà. Du coup, si on écrit en extension pour voir un petit peu ce qui se passe, donc ça veut dire que pour k égale m, donc ça me donne ça. Pour k égale m plus 1, allez, soyons fous, pour voir un petit peu ce qui se passe, m plus 1 factoriel fois x moins alpha à la puissance m plus 1, plus, et on va jusqu'à donc n, fois x moins alpha à la puissance n moins m. Non, pardon, j'ai pas encore factorisé, désolé, puissance n, justement. On va maintenant factoriser, puisqu'on se rend compte qu'il y a bien quelque chose qui est commun là-dedans. Un facteur commun, c'est x moins alpha à la puissance m. Donc je factorise, et rappelez-vous ce qu'on veut montrer. On veut montrer que x moins alpha à la puissance m divise p. Donc c'est pas innocent de chercher à factoriser par x moins alpha à la puissance m. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc tout ça, m plus unième en alpha sur m plus 1 factoriel fois x moins alpha, etc. Et donc pour le dernier, justement, p énième de alpha sur n factoriel, facteur de x moins alpha à la puissance n moins m, puisqu'on lui a extrait un x moins alpha à la puissance m.
Donc, en fait, c'est déjà très bien pour le sens là qui nous intéresse, puisque ça, on peut dire que c'est un polynôme Q, euh, qui suffit, c'est un polynôme, enfin bon, je sais pas comment je vais le dire, Q appartenant à k de x. Donc P est égal à un certain polynôme fois x moins alpha à la puissance m, donc ça suffit à dire que x moins alpha à la puissance m divise P. Voilà. Maintenant, reste à montrer que x moins alpha à la puissance m plus 1 ne divise pas P. Et là, on va se servir de... Parce que là, pour l'instant, c'est servi surtout de... Pardon, je change les couleurs en même temps. Donc, on s'est surtout servi de ça pour l'instant. On va se servir de l'autre hypothèse. Puisque maintenant, or, P, comment c'était, MIM, P MIM de alpha est différent de 0. Donc, si je prends Q de alpha, c'est égal, alors regardez ce qui se passe dans Q de alpha, tout s'annule, puisque x moins alpha après ça vaut 0, sauf le terme constant, qui est donc justement P MIM de alpha sur M factoriel. Donc Q de alpha est différent de 0. Et on avait vu, rappelez-vous, que justement, si comment dire, si on a donc x moins alpha à la puissance m qui divise p et que son second facteur, lui, n'est pas annulable en alpha, c'est-à-dire que lui-même n'a pas pour racine alpha et donc n'a pas de facteur x moins alpha, alors x moins alpha à la puissance m plus 1 ne peut pas diviser p. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver plus de x moins alpha en fait. Et j'en ai m et j'en ai pas plus parce que dans le polynôme q, il n'y en a pas. Il n'y a pas de facteur x moins alpha. Donc là, justement, ça suffit à déduire que x moins alpha à la puissance m plus 1 ne divise pas le polynôme p. Donc dans ce sens, c'est fait. On a bien alpha de multiplicité, enfin racine déjà, racine de multiplicité m. Multiplicité m. Voilà, donc il nous reste l'autre sens, qui est pas forcément plus beau. Pas pour rien que je l'ai gardé pour après. Donc, alors je vais m'étaler un petit peu plus, j'ai un peu plus de place. Donc l'autre sens. Alors dans l'autre sens, cette fois-ci, on suppose que alpha est une racine de p de multiplicité m d'ordre de multiplicité m c'est-à-dire qu'on suppose que x moins alpha puissance m divise p et x moins alpha à la puissance m plus 1 ne divise pas p. C'est important. Alors justement, ce qu'on voulait montrer tout à l'heure, là, cette fois-ci, on le suppose. Et on veut montrer qu'alors, justement, on veut montrer qu'on a toutes les égalités là. Donc on veut montrer que P d'alpha égale à P' d'alpha égale, enfin, c'est le contraire de tout à l'heure, hein, P m moins unième de alpha égale à 0. Et qu'en même temps, P m de alpha est différent de 0. Voilà, c'est ce qu'on veut montrer. Alors, on va encore chercher notre écriture de Taylor, la polynomiale. Donc on a P qui est égal à P de alpha plus P'. Je prends directement l'écriture en extension. Hein. Plus P seconde de alpha sur 2, x moins alpha au carré, plus, etc. Plus P énième de alpha sur n factoriel, fois x moins alpha à la puissance n. Bon. Là, ce que je vais faire, c'est que, comment dire, je vais essayer d'écrire la division euclidienne, en fait, de P par x moins alpha à la puissance m, parce que justement, ce qui m'intéresse après, c'est d'utiliser le fait que x moins alpha à la puissance m divise P, autrement dit, j'aurai un reste nul. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, ok, je considère ma formule de Taylor polynomiale jusqu'au degré m-1, et à partir du degré m, je factorise. C'est un petit peu l'idée d'ailleurs qu'on a utilisée dans l'autre sens, même si, on s'en sert pas tout à fait de la même manière. Mais donc là, j'ai ça, bon, ok. Et donc je décide
de prendre tout ça jusqu'à la dérivée m-1e. Voilà. Et ça veut dire que tout ce qui est après de degré supérieur ou égal à m, et donc là, je factorise par x moins alpha à la puissance m. Et donc, il va me rester, pour l'ordre m, ben, juste la constante. Pour l'ordre m plus 1, vous retrouvez normalement le même principe que ce que j'ai fait tout à l'heure. Il me reste une puissance 1, etc. Et donc, pour le dernier, il me reste la dérivée énième sur n factoriel, x moins alpha, la puissance n moins m. Voilà, la différence c'est que tout à l'heure, tout le début était déjà nul d'office parce qu'on avait les p km de alpha qui valaient 0. Donc là, ça fait un truc long, mais c'est pas grave. Donc en fait, j'ai bien écrit une division euclidienne puisque ça, ce serait ici, ce serait mon reste. Donc de degré inférieur ou égal à m-1, donc strictement inférieur à m. Ça, ce serait donc b, mon diviseur, et tout ça, ce serait le quotient q, qui est bien un polynôme, donc il n'y a pas de souci, c'est bien un quotient. Donc au final, je peux dire que p égale bq, enfin, je ne vais pas mettre b parce que je ne l'avais pas appelé b, x moins alpha à la puissance m fois q plus r, avec degré de r qui est bien strictement inférieur à m, qui est le degré justement de x moins alpha à la puissance m. Donc c'est une division euclidienne. Donc r et le reste. Dans la division euclidienne de p par, enfin je l'appelais p, oui je l'appelais p, par x moins 1, non x moins alpha, pardon, à la puissance m. Voilà, bon, et là en fait on n'est plus très loin. Enfin il y a encore un petit peu d'étapes, mais on commence à bien avancer. Parce que là on se dit, oui ben ok, mais on a supposé que x moins alpha à la puissance m divise p. Autrement dit, il ne devrait pas y avoir de reste. Donc justement, ben, ça veut dire que r vaut 0. Oui, alors bon, on va déjà exploiter ça, parce qu'en fait j'avais autre chose à dire, mais on va déjà exploiter ça. Donc r vaut 0, déjà, une première chose. R de x. Je mets de x parce que justement je vais exploiter ça. Maintenant, le polynôme nul, donc c'est le polynôme nul. Okay, le polynôme nul, je peux lui faire des changements d'indéterminé, c'est-à-dire qu'à la place de x, je peux mettre x plus 1, x plus 2, x plus 4. Ça fera toujours le polynôme nul. Quand je renvoie 0 tout le temps, je renvoie 0 même si on m'a changé d'indéterminé. Donc en fait, c'est ça qui va être intéressant. On peut en déduire que r de x plus alpha, donc en gros on fait une composée, hein. On décide à la place du polynôme identité x, de prendre x moins alpha, donc on compose finalement x plus alpha par r. Et comme r est nul, de toute façon ça renvoie 0. C'est ça l'idée. Donc ça vaut 0. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si je reprends l'écriture de R et que je remplace x par x plus alpha, donc je fais cette composée, je vais avoir, bon, p de alpha c'était une constante, donc ça ne change pas. J'ai p' de alpha fois x du coup. Je répète, hein, à la place de x, vous mettez x plus alpha. Donc s'il y avait x moins alpha, ça devient x plus alpha moins alpha. Donc ça fait x, plus du coup on aurait, là je l'écris, p seconde de alpha sur 2 fois x carré, etc. Plus donc le dernier, ce serait m moins unième de alpha sur m moins 1 factoriel, x puissance m moins 1. Et donc tout ça, c'est le polynôme nul. Et donc par identification, puisque un polynôme ne peut avoir par par identification, puisqu'un polynôme n'a que des coefficients uniques. Donc s'il est nul, c'est que ses coefficients sont tous nuls et il n'y a pas d'autre façon de l'écrire.
Donc par identification, on déduit que P de alpha égale à 0, P' de alpha égale à 0, etc. Et P jusqu'à Pm moins unième de alpha égale à 0. Et donc on a obtenu déjà une bonne partie de ce qu'on cherchait à obtenir. Bon. Maintenant, il faudrait démontrer, rappelez-vous, hein, dans ce que vous voulez démontrer, les deux choses. Donc nous, on a démontré ça. Maintenant, il nous faut l'autre partie. Donc il faut démontrer maintenant que Pm de alpha est différent de 0. Donc maintenant, on va pouvoir aller chercher... le polynôme Q va nous servir pour ça, justement. Alors, Q de alpha, c'est le même que tout à l'heure, hein, donc je vous le remontre, hein, mais Q de alpha, tout s'annule, sauf la constante, quand je remplace x par alpha. Donc, Q de alpha vaut justement Pm de alpha sur m factoriel. Or, alors justement, on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. On avait alpha de multiplicité m. Ça veut dire que mon polynôme Q ne peut pas s'annuler en alpha, puisque alpha justement est de multiplicité m. Je vais juste voir s'il y a une autre façon. Voilà, et oui, c'est ça. Parce qu'on a x moins alpha à la puissance m plus 1 qui ne divise pas p. C'est ça. Donc on ne peut pas avoir q qui s'annule en alpha, parce que sinon ça rajouterait une multiplicité. Ok. Parce que sinon, en fait, on aurait q qui lui-même qui se factoriserait par... Enfin, c'est toujours la même histoire, en fait, hein, qui se factoriserait par x moins alpha. Et donc, en fait, on pourrait, à la place de... Enfin, le b, là, ça pourrait être x moins alpha à la puissance m plus 1. Et donc, avec un reste nul, et donc on aurait x moins alpha à la puissance m plus 1 qui diviserait p, ce qui va à l'encontre de ce qu'on a supposé. Donc, du coup, justement, on peut dire, or, alpha est de multiplicité m, donc x moins alpha à la puissance m plus 1 ne divise pas p, et donc q de alpha est différent de 0. Voilà, et donc, du coup, si q de alpha est différent de 0, p m de alpha est différent de 0. Et donc, au final, on a bien démontré tout ce qu'on voulait. Donc, on a bien démontré la totalité, à savoir que P de alpha est égal à P' de alpha, qui est égal à Pm-1 de alpha égale à 0, et que Pm de alpha est différent de 0. Voilà, donc il y a bien une équivalence parfaite entre le fait que une alpha soit racine de multiplicité m et le fait que les dérivées, chacune des dérivées s'annule en alpha jusqu'à la dérivée m moins unième et pas la dérivée m. C'est bien ce qu'on vient de démontrer justement. Bon, donc ça c'est ce qui achève la preuve. Et juste un petit exemple, et après j'arrêterai cette vidéo-là, j'en ferai une autre parce qu'il nous manque encore une partie, il nous manque la partie 5. Mais je vais déjà terminer la 4.4 proprement. Donc juste un petit exemple, pas long du tout, ni compliqué, juste intéressant. Je vais le faire là. Donc un petit exemple, alors là on est toujours dans le 4.4. Non, oui, c'est ça, 4.4. Donc un exemple qui n'est pas dans le cours, un autre exemple, mais qui n'est même pas un exercice, là pour le coup c'est vraiment un exemple. Si je prends P, je vais prendre un polynôme vraiment tout basique, 2 degré 2, donc avec A différent de 0. Du coup, si j'utilise cette caractérisation, je peux dire que P a une racine double, que j'ai qu'à appeler alpha, si et seulement si, donc P de alpha doit valoir 0 et P' de alpha doit valoir 0 aussi. Et P seconde de alpha doit être différent de 0. En gros, c'est ça. Donc ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que P de alpha, donc c'est A
alpha carré plus b alpha plus c égale à 0. P' de alpha, c'est 2a alpha plus b égale à 0. Et donc, on aurait 2a différentes de 0. Alors, je le mets entre parenthèses parce qu'en fait, comme j'ai supposé qu'A était différente de 0, de toute façon, ça, c'est forcément vrai, du coup. Mais ce qui est plus intéressant, c'est les deux autres lignes. Parce que, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, si j'écris alpha en fonction du reste, donc ça me fait alpha égale moins b sur 2a. Ça doit vous parler, je pense. Et maintenant, imaginons que je remplace alpha par moins b sur 2a dans ma première ligne. Je récupère... est-ce que je vous écris tout le calcul? Bon, allez. Donc b carré sur 4a carré. Ok, plus... ça fait moins en fait. Donc moins b carré sur 2a plus c égale à 0. Si je mets tout sur 4a, donc ça fait b carré moins 2b carré. Ah oui, et j'ai oublié le c au passage, sur 4a, donc plus 4ac. Sur 4a égale à 0. Et voilà, c'est ça. Et on retrouve ce que je voulais vous montrer. Donc ça nous fait du coup moins b carré plus 4ac égale 0. Puisque 4a... oui, c'est ça. 4a est différent de 0. Hein, donc de toute façon, bon, en gros, si vous voulez, c'est comme si j'ai multiplié par 4a. Et je perds le dénominateur, et donc il me reste bien ça. Voilà, et donc ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez exactement la caractérisation d'une racine double dans le second degré, telle qu'elle vous est apprise depuis la classe de première, puisque effectivement, ça c'est moins delta, hein, donc ça revient, tout ça, ça revient à dire que delta égale à 0. Donc on voit qu'il faut que donc delta vale 0, et donc alpha qui soit égal, mais il sera forcément égal si delta vaut 0, à moins b sur 2a. Donc on retrouve vraiment l'ensemble oui, on retrouve vraiment l'ensemble des formules que vous avez vues pour les racines doubles avec delta et avec la fameuse racine double alpha. Voilà. Donc bon, c'est intéressant de voir que tout est lié en fait, et ce qu'on fait, c'est vraiment finalement une très grande généralisation de beaucoup de choses que vous avez déjà faites, et que du coup, normalement, il doit y avoir des éclairages qui s'apportent régulièrement dans votre esprit sur les choses qui ont déjà été vues. Donc j'espère que c'est le cas. J'essaie de mettre en lumière comme ça, dès que je peux, les choses pour faire des liens, parce que ce qui est important, c'est vraiment les connexions que vous faites et que vous commencez à faire de plus en plus entre les différents chapitres et différentes notions. Ce qui a été appris avant, ce qu'on voit aujourd'hui, parce que évidemment il n'y a pas de rupture en fait. Tout ça, c'est des maths. On en fait maintenant différemment pour pouvoir aller plus loin, pouvoir faire plus de choses, mais ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait avant était faux et n'apporte rien. Au contraire, essayez vraiment toujours de faire des liens, de mettre en lumière des choses, notamment quand c'est des choses que vous aviez apprises sans forcément savoir d'où elles venaient. Bon, là, en l'occurrence, ça avait dû être démontré quand même, hein, ça avait dû être démontré avec la mise sous forme canonique, etc. Mais c'est une autre façon de voir les choses qui est intéressante et surtout plus rapide. Là, on le démontre beaucoup plus rapidement. Voilà. Bon, ben, je termine cette vidéo donc sur cette grande parenthèse. Enfin, c'est un exemple, mais c'est aussi une grande parenthèse. Et je vous invite donc à aller écouter la suivante, où là, on va traiter tout ce qui est polynôme irréductible. Bon, vous verrez que dans l'ensemble, ça devrait aller. Ça fait partie des choses que, a priori, vous allez être capable de comprendre, même en autonomie. D'autant plus que, évidemment, en classe, après, en TD, etc., on va s'entraîner là-dessus. Hein. Vous n'êtes pas complètement en autonomie non plus. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute, en espérant que ça a été assez clair, et à très bientôt sûrement.